Merci beaucoup, Monsieur Lejeune. Bon, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour faire part d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Je travaille actuellement comme conseiller en prévention ergonome chez Coesio et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous mes collègues chez Mensura, avec qui j'ai de très bons contacts, qu'ils soient ergonomes ou pas. Auparavant, j'ai travaillé chez Preven, qui est l'Institut belge de prévention bien-être au travail, que certains d'entre vous connaissent. Et dans ce cadre-là, j'ai pu, en collaboration avec le SPF Emploi, notamment Alain Piette, mettre en place les brochures sur la prévention des TMS dans différents secteurs, dont le secteur de la construction. Ce sont des brochures qui sont disponibles en format PDF notamment. Et auparavant, j'ai eu la chance de travailler pour Cockerill Sand, ArcelorMittal, pour mettre en place une des premières écoles du dos en milieu professionnel, euh, ici en région liégeoise, à Ougré. Et auparavant, je travaille comme kinésithérapeute. C'est ma première profession. Voilà, je vais donc vous parler de TMS dans le secteur de la construction. Alors, quand on parle de TMS, qui est donc l'acronyme de, non pas tiramisu, macaron sucette, mais de troubles musculo-squelettiques, ben, on va bien sûr aborder tous les problèmes liés aux articulations, des problèmes qui peuvent être des douleurs, mais également d'autres symptômes comme du picotement, des sensations de chaleur, de raideur, voire même, dans certains cas, de paresthésie, des fourmillements ou de paralysie qui vont toucher différents secteurs corporels. On parle bien sûr du dos, mais également bien sûr des membres supérieurs. Et l'image suivante nous montre des noms parfois un peu barbares, on peut dire, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine médical, quelques pathologies que l'on relate dans le secteur du travail et bien sûr vie privée aussi. On parle par exemple de tendinite pour parler de soucis de tendons, on parlera d'épitroclite pour parler de douleurs au niveau du coude, on parlera de maladie, du syndrome du canal carpien pour désigner des problèmes au niveau de la base de la main, et bien sûr de lombalgie pour les soucis au niveau du dos. Voilà, je ne passerai pas bien sûr tout en revue, rassurez-vous. Alors, si on parle du dos, une des pathologies TMS les plus fréquemment rencontrées, on verra les chiffres après, eh bien quand deux personnes se rencontrent, on parle de la météo, on parle politique, peut-être du corona un peu plus maintenant, mais on parle également de ces douleurs de dos et de fait, sur l'image à gauche, quelques expressions qui ont le mot dans leur phrase et qui indiquent des situations peu agréables. J'en ai plein le dos, faire le dos rond, etc. Ce sont des mots que l'on connaît et que l'on emploie quand même assez régulièrement. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que beaucoup de personnes ont mal au dos? Bon, ben, on a fait de nombreuses enquêtes épidémiologiques et lorsqu'on pose la question à monsieur, madame, tout le monde, avez-vous eu mal au dos aujourd'hui, ce mois-ci, cette année-ci ou durant votre vie, les chiffres sont assez éloquents et on parle de 8 personnes sur 10, 80% qui ont eu mal au dos au moins une fois dans leur vie, 40, un peu plus, 40-45% sur l'année qui vient de s'écouler. Ce mois-ci, on compte à peu près 25%. Et aujourd'hui, si on interrogeait toutes les personnes présentes, il y aurait sans doute 10 personnes sur 100 qui diraient « Ah, j'ai mal au dos » aujourd'hui, surtout ceux qui ont peut-être un peu bêché ce week-end. Alors, les chiffres sont également intéressants quand on regarde l'évolution des plaintes au niveau des travailleurs de l'Union européenne. C'est une étude qui a été mise en place par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail. Ils ont fait ces questionnements en 1997, 2000, etc., jusqu'en 2015. On aura bientôt les chiffres pour 2019. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que le top 3, c'est toujours le même. C'est-à-dire que ce sont les douleurs au dos qui reviennent en tête. Et vous voyez qu'en 2015, c'était 46% des travailleurs qui se sont plaints du dos au moins une fois. Un travailleur sur deux a mal au dos. L'année qui vient de s'écouler. Quand on regarde la troisième ligne, les TMS membres supérieurs, le problème d'épaule, de cou, de poignet, ben, ils sont, alors vous voyez, une montée en flèche, on part de 17% en 97, un peu moins en 2000, et puis on voit qu'en 2015, 44% se sont plaints de douleurs nuque, épaule, ce qui supplante le stress, qui n'est que entre guillemets 33%, donc une personne sur trois. Alors, si on regarde les différents secteurs qui sont plus impactés par ces maux de dos ici, parce que je qui reprend les maux de dos,
Eh bien, on voit que dans la construction, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a quand même 53% des travailleurs qui ont eu des maux de dos dans le secteur de la construction. Le secteur le plus en difficulté dans ce cadre-là, c'est l'agriculture. 55%, 53% pour la construction. Et si on s'intéresse aux douleurs musculaires, un problème de cou, épaules, etc., bien, on regarde les différents secteurs, hein, on a comparé transport, finance, administration, etc. Bien, encore une fois, ici, la construction est quand même dans le top 3 des plaintes pour les problèmes musculo-squelettiques, membres supérieurs. Voilà. Les membres inférieurs sont également impactés. On a quand même 38% de personnes dans le secteur de la construction qui se plaignent de douleurs, par exemple, au genou. Voilà, donc des chiffres assez importants, avec des conséquences que vous connaissez, hein, bien sûr, qui sont parfois dramatiques pour la personne. Hein. Quand on a mal au dos, ben, parfois, en l'absence du travail, hein, parfois certaines personnes perdent leur emploi, ils ne savent plus travailler en raison de ces douleurs. Mais pour l'entreprise, c'est clair que c'est également invalidant, je dirais, le problème d'absentéisme, d'incident ou d'accident. Les gens sont moins motivés quand ils ont des douleurs. On doit changer le personnel, donc une rotation avec un manque de compétences peut-être. On n'atteint pas la productivité, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans cette gestion des TMS? J'ai mis un petit tableau qui reprend avec des smileys sur la partie droite les solutions pertinentes et celles qui le sont moins. Donc, vous connaissez un peu les smileys. Smiley souris en vert, ben, ça fonctionne bien. Par contre, rouge, ça fonctionne pas. Et orange, c'est pas terrible. Donner une formation du type école du dos n'a que un intérêt mitigé sur la gestion de TMS. Faire des exercices physiques, même chose. Sélectionner à l'embauche, prendre les grands costauds, ceux qui n'ont jamais mal au dos, ça ne marche pas du tout. Et on peut pas dire que éthiquement c'est acceptable. Porter des ceintures lombaires n'a que très peu d'effet, voire aucun. Faire uniquement des actions sur l'ergonomie, donc adapter les conditions de travail, c'est bien, mais c'est pas non plus très performant. Améliorer la façon dont le travail est organisé, faire des rotations, etc. C'est pas suffisant. Par contre, ceux qui fonctionnent bien, hein, le petit smiley vert en bas, ce sont les actions mixtes qui vont essayer de donner une certaine formation, sensibilisation aux travailleurs, à la ligne hiérarchique aussi, à l'employeur, bien sûr, et également mettre en place des améliorations des conditions de travail. On parle ici d'ergonomie. Voilà pour l'introduction sur l'épidémiologie. Alors, je vais un peu vous parler des facteurs de risque de TMS avant de parler de la prévention. Et quand on parle de TMS, ben, qu'est-ce que ça touche? Bon, vous avez dans cette dia à droite une image d'une articulation. Alors, ce qui est parfois touché, c'est le numéro 8, le cartilage. C'est une structure qui amortit les pressions. Qu'est-ce qui va être touché? On a le numéro 1, ce sont les muscles qui peuvent être fatigués. Le numéro 2, les tendons, donc une structure qui attache le muscle à l'os. On parle d'une tendinite ou tendinopathie. Ça peut être également les ligaments, c'est le numéro 5, c'est l'élastique qui relie les deux os, qui vont stabiliser l'articulation. Et puis, parfois, le numéro 4, c'est-à-dire une petite bourse séreuse, du coussinet qui va protéger certaines structures de leur support contre l'articulation. Alors, si on s'intéresse à la colonne vertébrale, qu'est-ce que l'on peut en dire? C'est bien sûr une structure très importante dans le corps humain. Un rôle de support, c'est la charpente, hein, de la construction. Donc, on peut comparer la colonne vertébrale à une charpente qui va soutenir, tronc, tête, etc., qui va avoir une fonction de mobilité et de protection de la moelle épinière. Alors, certains connaissent peut-être les différentes zones de la colonne vertébrale. Hein. Si vous avez mal au niveau de la nuque, on dira, ah, ce sont vos vertèbres cervicales qui souffrent. On parle d'une cervicalgie. Si c'est plutôt dans le bas du dos, ce sont les lombaires et on parle d'une lombalgie. Vous avez là-bas les noms des vertèbres, je ne vais pas m'apesantir sur cela. Ici, c'est une petite image qui nous montre les fameux petits coussinets qui amortissent les chocs, les pressions quand on marche, etc. Là, on parle du disque L4 et L5,
le disque est entre la quatrième lombaire et la cinquième lombaire. Et puis, si vous regardez de profil, ou si vous regardez votre compagnon de profil, vous verrez que la colonne n'est pas droite. Elle présente des courbures, on parle de courbures naturelles, qui permettent, lorsqu'on est bien droit, de superposer le centre de masse de la tête et du thorax à la verticale des lombaires. Donc, quand on est debout comme ça, sans porter de charge bien sûr, les muscles du dos eh bien, ne doivent pas se contracter. Ils sont au repos grâce à cette courbure du bas du dos vers l'avant. Alors, si on va un peu plus loin dans les détails et qu'on regarde un peu à quoi ressemblent deux vertèbres, ceux qui regardent l'écran verront peut-être ici une maquette que j'ai conçue pour représenter deux vertèbres, ce qu'on appelle un segment vertébral. Là, je vous la montre de face et là, je vous la montre de profil. Là, on retrouve les os, bien sûr, et puis ce qu'on retrouve entre les deux, on a bien sûr le fameux disque intervertébral, et des petites articulations qui sont des petits emboîtements qui se situent à l'arrière. Voilà. Alors, au-delà de ça, nous avons bien sûr les structures qui vont soutenir, conforter, consolider les articulations. C'est de haut, ce sont les ligaments, ici en jaune, sur le côté, à l'arrière. Et ils sont bien sûr consolidés également par les muscles, les fameux muscles paravertébraux qui permettent de tenir droit, de s'incliner vers l'avant, de se redresser, de faire des rotations. Et puis, deux structures que l'on connaît bien également, c'est la fameuse moelle épinière, le fameux cordon qui vient du cerveau, qui descend dans le canal rachidien, il y a un trou ici au milieu des vertèbres, et qui va à chaque étage sortir par les racines nerveuses, ça s'appelle ici les racines des nerfs, ce qui va donner naissance, par exemple, dans le bas du dos, au nerf sciatique. Voilà, alors le disque comprend deux parties. On a une partie centrale qu'on appelle le noyau, c'est ce qui est jaune ici. On a une partie périphérique, c'est ce qu'on appelle l'anneau, avec les fibres un peu croisées. Et ce disque-là, bien sûr, permet la mobilité, permet de se pencher vers l'avant, vers l'arrière, etc. Il ressemble à une éponge, parce que l'éponge, quand on la met dans l'eau, elle gonfle. Votre disque, c'est un peu la même chose. Vous mettez le disque dans l'eau et votre corps, c'est plein d'eau. Mais votre disque, il est bien gonflé. Il mesure à peu près 1 cm d'épaisseur au niveau lombaire. Un autre point à connaître peut-être, on a beau répéter aux plus jeunes travailleurs, quittez le genou, faites attention à tourner, etc. Ils vous disent, pourquoi faire attention, j'ai pas mal. Mais une des raisons réside peut-être dans le fait que dans ce disque, il y a peu de cellules nerveuses, donc il y a peu de nerfs, au contraire de la main où il y a beaucoup de perceptions nerveuses possibles. Dans le disque, il n'y en a presque pas. Ça veut dire que quand le disque s'abîme, ça ne renseigne pas le cerveau que c'est en train de s'abîmer. Vous mettez votre doigt sur une punaise, vous allez vite enlever le doigt. Le système d'alarme fonctionne bien. Ce n'est pas le cas dans le disque intervertébral. Un deuxième point également à connaître, on parle maintenant beaucoup des problèmes de dos chez les travailleurs administratifs. Qu'est-ce qui caractérise la personne qui fait du travail sur ordinateur? Il est assis pendant au minimum 8 heures sur sa journée. Et ça peut avoir un impact sur la qualité de nutrition du disque. Ce disque, il a besoin, comme les images le montrent, de mouvement. Je prenais similitude avec l'éponge. L'éponge, si vous voulez avoir de la nouvelle eau, il faut presser l'éponge, diminuer la pression pour que, si on la met dans un seau d'eau, elle reprenne de l'eau pure et qu'elle évacue et les crasse les toxines. C'est comme ça que votre disque fonctionne. C'est le mouvement qui permet de nourrir votre disque intervertébral. D'ailleurs, le matin, si vous êtes reposé suffisamment, eh bien, vous mesurez entre 1 et 2 cm de plus que votre taille initiale, parce que le disque étant couché, permet un certain gonflement de leur structure. Si vous allez dans l'espace en apesanteur, vous mesurez 5 à 7 cm de plus. Voilà, un terme qu'on utilise souvent, c'est les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Et vous voyez dans l'image, au centre, ce sont deux vertèbres, et à droite, j'ai représenté le disque intervertébral, 50 kg, c'est le poids de la tête, du thorax, des bras, c'est le tiers du poids total. 75 kg de personnes qui pèsent 75 kg, il y aura 50 kg sur le bas de sa colonne vertébrale. 5 kg représente le poids de la tête. Alors, quels sont les facteurs de risque qui risquent de faire apparaître des maux de dos ou des troubles musculo-squelettiques, cou, d'épaule, poignet? Alors, une petite
Un petit résumé, hein, les facteurs de risque principaux, ce sont certaines positions, on va voir lesquelles, c'est soulever des charges, bien sûr. C'est le stress qui ne va pas avoir pour effet de provoquer directement le mal de dos, mais plutôt de pérenniser, de faire en sorte que malheureusement, cette douleur au dos dure plus longtemps. On parle des facteurs psychosociaux. Chute et glissade, bien sûr, c'est assez connu, hein, c'est un des facteurs de risque les plus importants. La sédentarité, c'est pas tellement rencontré dans le secteur de la construction, ce sera plutôt chez les administratifs. Les vibrations corps entier ou les vibrations main-bras, bien sûr, qui sont des facteurs de risque très importants. Et puis, il semble que les personnes qui fument ou qui ont un excédent de poids très marqué pourraient plus souvent mal au dos que les autres personnes. C'est ici un résumé. Alors, un point important aussi, quand on analyse les facteurs physiques, on a parlé là-bas des facteurs psychosociaux, pardon, eh bien, vraiment 4 facteurs à prendre en considération pour l'apparition de TMS. Ce sont un petit rectangle vert, la force utilisée, et donc parfois le poids de la charge, qui va avoir un impact bien plus important si la charge pèse 25 kg que si elle pèse 3 kg. C'est la posture, donc la position adoptée, on va la déterminer. C'est bien sûr l'aspect répétitif, hein, c'est beaucoup moins dangereux de faire 5 fois un coup avec un marteau que de faire des milliers de fois sur une journée. Et c'est bien sûr la durée, hein, plus la durée d'exposition est importante, plus le risque sera élevé d'avoir un TMS. Et j'ai montré dans les 2 rectangles rouge et fuchsia les facteurs psychosociaux et environnementaux qui ne font pas négliger. Alors, quels sont les gestes qui sont dangereux et pourquoi sont-ils dangereux? Alors, si on regarde cette image-là avec une petite dizaine de postures, on voit ici sur la gauche une flèche rouge qui vient d'apparaître, qui montre une structure qu'on connaît, hein, les fameuses lombaires, et on voit une courbure semblable dans ces 4 positions. On va y revenir. Une autre image qui apparaît là-bas, bien sûr, c'est très étendue quand on étend les bras vers le haut et l'arrière. Et puis là-bas, c'est une position en rotation. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact, cette position-là? Et voilà, quand vous penchez vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ici une animation. Vous regardez sur ma vidéo. Voilà les 2 vertèbres. Et quand vous penchez vers l'avant, la colonne s'arrondit, le dos rond, comme on dit, et les vertèbres font ceci. C'est-à-dire que l'avant du disque est pincé, l'arrière du disque est fortement étiré, et les avant arrière sont fortement étendus. Faites ça une fois sur une journée, il n'y a aucun risque, mais combien de fois est-ce qu'on adopte cette position-là penchée vers l'avant? Ça atteint, dans certains cas, 500 fois, voire 1000 fois sur une journée. Bon, on retient ce geste répété. Autre posture que l'on rencontre, c'est par exemple plier les genoux fortement. Hein, et là, j'entends souvent ce message de la part de certains médecins ou kinésithérapeutes, vous avez mal au dos, vous n'avez qu'à plier vos genoux. Mais si les gens plient les genoux comme c'est montré sur l'image, eh bien, on voit que le dos est arrondi, et puis la flexion complète des genoux comme ceci est peut-être très fatigante pour les cuisses, et à long terme pourrait être légèrement traumatisante pour le cartilage des genoux. Donc, cette solution de plier complètement les genoux ne semble pas être une solution adéquate ni pour le dos, ni pour les genoux. Se tourner sur le côté, qu'est-ce qui se passe quand on se tourne sur le côté? Bien, on voit l'image du disque et une petite animation qui montre les fibres du disque. Alors, se tourner comme ceci sur le côté n'a pas de grand impact sur la colonne vertébrale. Si vous prenez 25 kg en main et que vous tournez, bien sûr que oui, mais un geste beaucoup plus dangereux, c'est le suivant, c'est quand on combine se pencher vers l'avant et se tourner sur le côté. C'est-à-dire que quand on se penche vers l'avant, rappelez-vous, on pince l'avant et on tire les ligaments, et quand on se tourne, on cisaille les fibres, donc il y a un risque majeur pour la colonne vertébrale, et ce cisaillement-là peut, à la longue, être abîmé. Regardez, ce qui vient d'apparaître là-bas, hein, c'est le fameux disque qui, étant pincé et tourné, fait sortir la petite le noyau, hein, qui est de gélatine, qui peut, ce qu'on appelle l'hernie discale, qui peut, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, irriter la racine du nerf sciatique, par exemple. Ce geste aussi s'étend vers le haut et l'arrière, pour le dos, peut être problématique, mais rappelez-vous les 4 facteurs biomécaniques. Un des facteurs importants, c'est la répétition. Mis à part dans certains métiers, on n'étend pas très souvent comme ça, donc le risque est plus faible pour le dos. J'ai pas dit qu'il était nul, ça dépend de la répétition.
Et puis quand on reste longtemps assis, alors ça peut être le cas chez les personnes qui conduisent un char élévateur, un bulldozer, etc., eh bien le dos a tendance à s'arrondir. Hein. Je ne vous vois pas sur votre position assise, mais à force d'être assis, souvent le dos a tendance à un peu s'avachir et le dos retrouve cette courbure arrondie vers l'arrière. Et quand on s'amuse à calculer la charge sur la colonne lombaire, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On prend une personne qui pèse 75 kg. Si on mesure le bas de la colonne lombaire, on a à peu près les 2 tiers du poids total, donc 50 kg. Ouais. Si la personne porte une charge sur la tête, nous avons à peu près 65 kg, hein, 15 kg pour la charge, plus les 50 du tronc. En position assise sur un tabouret sans dossier, on voit que la charge augmente. On prend cette même charge de 15 kg, non plus sur la tête, mais devant soi, rapproché du bassin, 140 kg, à moitié éloigné, 215 kg, et fortement étendu, les bras, eh bien, on arrive à 290 kg. On voit donc une augmentation de la charge sur la colonne lombaire. Si on se penche vers l'avant, sans même rien soulever, juste pour attacher ses lacets ou ramasser un coup tombé par terre, on a même dépassé cette valeur de 290 kg, on a une charge de 300 kg. Si vous soulevez une charge de 15 kg, ça atteint une demi-tonne. Fléchissez-la avec les genoux complètement fléchis, alors qu'on croit bien faire, on a une valeur à peu près identique. Si on fait une rotation, on augmente la charge par distension du disque et les fibres vont avoir tendance à faire rapprocher les deux vertèbres au mouvement de la charge. Et ceux qui se rappellent des vieux sacs de 50 kg, on voit qu'on atteignait une charge d'à peu près une tonne sur la colonne vertébrale. Alors on pourrait se dire, oui, mais pas de souci, si le dos peut résister à 2 kg, on ne va pas se tracasser. Eh bien non, les scientifiques américains ont pu montrer que, en prenant des cadavres de colonne vertébrale de personnes, ils ont pris les deux vertèbres, et puis ils ont pris ces deux vertèbres avec le disque intact dans une espèce de presse, en augmentant la pression progressivement, et puis ils sont aperçus que lorsqu'on mettait une pression de 3500 newtons, charge de 350 kg, les petites fibres du disque là-bas, eh bien, se déchiraient. Donc, quand on se penche vers l'avant sans soulever de charge, on est déjà à 300 kg. On est dans une zone qui commence à devenir risquée, surtout si le facteur répétition est présent. On accordera bien sûr une attention au poids de la charge, au volume de la charge, la distance à laquelle elle est prise, etc. Tout ça sont des facteurs de risque importants à évaluer également. Et puis, voilà quelques petites images qui nous montrent des postures fréquemment rencontrées dans certains métiers de la construction. Et là aussi, si vous dites à ces gens, pliez vos genoux, ils vont dire, monsieur Demaret, vous devez le faire à ma place. Ils ont tout à fait raison. Il y a certaines situations où on ne sait pas plier les genoux. Quand on reste plusieurs heures comme ça devient très compliqué. D'autres petites situations bien connues des personnes qui travaillent dans le secteur de la construction. Hein. Les charges sont quand même lourdes à manipuler et difficiles à déplacer. Bien, alors là, on a parlé du dos. On s'intéresse aux membres supérieurs, on a tendance à classer les positions, les postures en posture de confort, verte, en position orange, non recommandée, et en position rouge, acceptable. Vous pouvez vite comprendre en voyant les images suivantes. Ainsi, se pencher vers l'avant. Si on ne dépasse pas 20 degrés, c'est la zone verte de flexion vers l'avant, le risque est tout à fait acceptable. Par contre, quand on dépasse les 60 degrés et au-delà, on est dans une zone rouge qui est un risque qu'on peut qualifier inacceptable, surtout en fonction de la fréquence. La nuque est également une zone fragile. Rappelez-vous, la tête pèse 5 kg, c'est grosse une balle de bowling, et plus vous prenez une balle de bowling loin vers l'avant, plus c'est sûr de tenir ça, cette balle, et donc c'est un peu la même chose pour la tête. De 5 kg, une tête fort fléchie vers l'avant implique une charge de 25 kg sur la colonne cervicale. Le bras également, présente des zones de confort, des zones d'inconfort. Vous voyez que la zone rouge, c'est lorsqu'on lève le bras au-dessus d'à peu près 60 degrés. Le coude aime bien être dans une position proche de 90 degrés, étendre un bras très fortement ou fléchir très fortement est peu confortable, de même que les mouvements où on va tourner le poignet vers le bas ou vers le haut, un mouvement de pronation, supination, peuvent créer des épicondylites, des douleurs au niveau de la face externe du coude. Et puis tous les mouvements de préhension, de flexion du poignet, d'extension, etc., peuvent créer une fragilisation ou une douleur au niveau du canal carpien, cette petite zone qui est ici au niveau du début
de la main, du poignet, ou un petit nerf, le nerf médian, peut être irrité par les tendons qui sont enflammés, qui partent dans ce canal-là, qui n'était pas assez tendre. Et donc, le nerf médian est irrité, on a des douleurs qui apparaissent les 3 premiers doigts et demi. Voilà, les vibrations, bien sûr, sont des facteurs qui vont compléter les risques de TMS, soit pour le dos, on parle de vibrations corps entier, soit pour les membres supérieurs, on parle de vibrations main-bras. Voilà, au niveau des vibrations main-bras, on voit que suivant la fréquence de l'outil manipulé, taille A, quelle fréquence qui est entre 20 et 50 Hz, on peut avoir des soucis au niveau du cartilage, on parlera ici d'arthrose, d'usure du cartilage, alors que les marteaux-piqueurs tronçonneuses, c'est plutôt le syndrome de Raynaud, ce qu'on appelle les doigts blancs, les doigts qui, lorsqu'il fait froid notamment, sont très, très douloureux. Quelques autres facteurs de risque, on ne doit pas négliger la tenue vestimentaire. Il est bien connu que les tenues de couleur jaune risquent de faire apparaître plus vite un TMS. C'est pour que vous me suivez. La couleur n'a aucune importance, bien sûr. Là, je parle de tenues un peu trop serrantes. Par exemple, quand je donne des formations à la manutention, je fais faire des exercices de manutention de charge, etc. Ils font un peu malgré tout. Et on voit que les gens qui viennent avec un pantalon trop serrant, malheureusement, parfois, leur pantalon se déchire. Que pour une fois, ils plient un peu les genoux. Et donc, il est clair qu'une tenue vestimentaire adaptée permettra d'adopter des bonnes postures. On notera bien sûr le sol qui serait glissant, par exemple, ou encombré, ou des gens qui ont une condition physique insuffisante, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas assez costauds musculairement, c'est rarement le cas dans la construction, ils sont plutôt très raides, qui n'ont pas de souplesse, et donc pour comprendre certains gestes qui protégeraient leur dos est plutôt compliqué. Bien, voilà, après cette partie introductive, je propose de parler de la prévention des troubles musculo-squelettiques. Se décline en trois points. D'abord, adapter l'environnement, ça s'appelle l'ergonomie. Ensuite, projet de bonne position, et puis entretenir sa condition physique. Alors, c'est vaste quand on parle d'ergonomie, c'est s'intéresser à son fonctionnement, s'intéresser à la façon dont on va déplacer les charges, les contraintes de force, quand on dit l'objet, un outil, etc. Voilà, ce sont quelques paramètres à mettre en place. Alors, l'ergonomie, quand on regarde ces trois photos-là, l'ergonomie, souvent on dit en France, l'ergonomie, oui, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez leur expliquer à plier les genoux. Je dis, je veux bien leur expliquer à plier les genoux, mais c'est pas l'ergonomie. Pour moi, l'ergonomie, c'est on va faire en sorte d'améliorer les conditions de travail. C'est ce qu'on voit à droite, la photo qui est en vert et en vert. Là, on a mis en place une simple petite table qui permet de réduire les contraintes pour la colonne vertébrale quand on soulève ces lourdes caisses-là. Voilà, alors nous sommes bien sûr aidés par un ancien arrêté royal sur les tensions de charge. Il nous dit que l'employeur doit éviter les tensions de charge. C'est-à-dire que dans la construction, si l'employeur doit respecter la première ligne, vous savez bien qu'il faut d'abord évaluer le travail et réduire les risques, notamment en aménageant et en adaptant le poste de travail. Donc, première chose, on évalue les risques, checklist, observation du travail, réflexion, etc. Réflexion avec les travailleurs, mettre en place les solutions et puis les évaluer. Alors, la première question qu'on me posera souvent, c'est bien, je travaille, on a des plans de travail dans la construction également, comment l'adapter? Et bien sûr, en fonction de la taille des personnes, on va penser il y a les grands, la population, il y a les petits, etc. Et puis, différents types d'activités. Il y a un travail de précision, un travail léger. Dans la cuisine, c'est facile. Le travail de précision, c'est qu'on coupe des oignons. On rage du persil. Il ne faut pas se couper les doigts, il faut voir ce qu'on fait. Travail léger, c'est je fais une sauce, et puis un travail lourd, je vais passer le rouleau à table, une grosse marmite sur le plaque de cuisson. Alors, on va faire appel à quoi? Eh bien, à des données qu'on appelle anthropométriques. On va utiliser des valeurs qui sont disponibles en Belgique sur, par exemple, la hauteur de la personne, la taille, on va utiliser des données sur la hauteur d'épaule, la hauteur du cou, etc.
Hein, c'est des tables qui sont appelées en Belgique des belges, qui, par exemple, sont disponibles pour les dames, pour les messieurs. Et on a des valeurs qui sont appelées les percentiles. Alors, percentile 1, eh bien, c'est la toute petite personne. Il y a encore 1% plus petite que cette personne-là. Percentile 9, c'est vraiment les gens. Il y a 1% de gens grands qu'eux. Et donc, on a à notre disposition des tables anthropométriques pour les dames, pour les messieurs, etc. Et vous voyez que j'ai, par exemple, ici une représentation de la hauteur du coude, hein, c'est le numéro 4. On voit que chez les hommes, la hauteur du coude, c'est en moyenne 1m13. Et pour les P95, on utilise beaucoup en ergonomie. On se base souvent sur les grands et les petits. Les grands hommes, les P95, et les petits, les P95. Et donc, pour référence, c'est si vous regardez le P95 des dans le cadre jaune, ben, c'est 1m21,8, donc 1m22, plus 3 cm d'épaisseur des chaussures. Ça veut pas dire 5. Et bien, quand on sait ça, on va alors pouvoir déterminer à quelle heure un plan de travail devrait être proposé, si c'est un travail de précision. Qu'est-ce qu'on prend comme référence? Vous avez parlé tantôt d'un 5 qui est la hauteur des coups de fléchis du grand bonhomme, hein, qui est le P95, des gens qui mesurent plus ou moins 1m85, 1m90. Et puis, on s'intéresse aussi aux petites dames, hein, dont les coups de fléchis doivent être 1 cm. Voilà. Et je dis, tiens, quand j'ai un travail de précision, ben, il faudrait que la tâche qu'on va réaliser puisse se dérouler à peu près 10 cm, au-dessus de la hauteur des coudes. Voilà, donc 125 cm. Pour monsieur, bah, il faudrait que le travail s'effectue à 1m35 de haut. Par contre, pour la petite dame, il faut que ça se fasse à 1m6 de haut. Voilà. Alors, c'est très bien, mais c'est pas toujours facile. Et soit on dit, on va mettre en place un réglage électrique pour pouvoir avoir un piston qui va monter et descendre le plan de travail. Ça peut être mécanique, ça peut être électrique. Ou on va avoir plusieurs plans de travail différents. Ou on va mettre sur le plan de travail pour la petite dame, on va mettre une rehausse réglable également, ou éventuellement plusieurs rehausses de hauteur différentes. Voilà. Et on fait de suite le même travail pour le travail léger, etc. Et puis le travail lourd. Bien. Et encore pour moi, une solution dans l'économie. Ici, quelques exemples qui montrent des plans de travail, soit légers, soit lourds. À gauche, au-dessous, c'est un travail lourd. Il a mis le travail plus ou moins hanche. Par contre, un travail de ligature, ben, c'est entre la hauteur des coups et des hanches, c'est un peu plus haut. Voilà. Et c'est une pratique que l'on rencontre régulièrement dans la construction. On va souvent se pencher. Excusez-moi, monsieur Demarais, je me permets d'intervenir parce que c'est vrai qu'il y a un problème au niveau audio. Est-ce que tout le monde a bien coupé son micro? Parce qu'on a un écho et la conversation est saccadée. Et je pensais que ce n'était que moi, mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui l'ont pointé. Donc, si tout le monde pouvait bien couper son micro, ce serait gentil. Et je vérifie de mon côté si tout est bien branché. Et le début allait vraiment très bien, mais il y a quelques minutes que c'est vraiment saccadé. Je ne sais pas c'est dû à quoi. D'accord. Et là, est-ce que vous m'entendez correctement maintenant? Comme ça, oui. Ok. Voilà. Vous n'avez pas peur de me signaler. Voilà. J'étais donc dans la mise à hauteur et dans le secteur de la construction. Plusieurs possibilités existent. Hein. Ben, on a à gauche les QL qui sont mises sur une rehausse. On a au milieu un échafaudage à 2 niveaux. Un niveau pour que la personne se place les pieds et un niveau intermédiaire pour placer cuvelle, bloc, etc. Ici, un autre exemple, c'est un support chariot avec des roues pour mettre la cuvelle, pour mettre le plâtre à plafonner sur les murs. Ici, une personne qui, avant chaque début de chantier, met en place une table un peu artisanale, mais qui permet de ne pas travailler systématiquement penché vers l'avant. Une autre personne qui utilise des tréteaux pour mettre en place son matériel. Hein. Dans beaucoup de situations, on voit que les gens travaillent à même le sol, ils vont chercher un joint, etc. Ben, sur le sol, il faut chaque fois se pencher. Une autre solution, c'est également des tréteaux dans le secteur de la construction également. Ce n'est pas très cher des tréteaux, mais c'est bien utile. Voilà également une autre mise en situation d'un travail à bonne hauteur pour le
le carrelage que la machine a découpé, qui serait mise à une hauteur adéquate. Est-ce qu'on m'entend correctement ou bien c'est toujours problématique? Moi, ça va. Il y a un léger écho, mais franchement, c'est nettement mieux. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Très bien. D'autres petits exemples de rehausse. Hein. Parfois, l'écho que j'entends de l'ergonomie, je dis oui, c'est bien, mais c'est cher. Enfin, moi, mais je vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont quand même encore un gros écho. Je vois que. Ouais. Je ne sais pas. Je vais aller voir sur mon côté, je ne peux pas améliorer cela également. C'est possible que ce soit de ce côté ici. Je vais réduire un petit. Pourtant, il n'y a pas de. Voilà. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Il y en a toujours un, mais je pense que ça vient de votre casque ou des oreillettes. Je vais le défaire, je le rebranche dans 2 secondes. Ça va? Mhm. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ça a fonctionné? Je pense. Voilà, j'ai même changé le casque, donc on peut espérer que ça fonctionne mieux. Pour ma part, c'est parfait. Voilà. Ça. Ok, très bien. Voilà, je suis quelques donc, photos qui montrent des rehausses, on appelle ça des rehausses de hauteur fixe. C'est bien sûr le moins onéreux. On peut également trouver des tables réglables en hauteur à certains coûts et peut-être moins facile à mettre en place dans le secteur de la construction parce qu'il y a parfois des poussières, c'est-à-dire tout ce qui est piston électrique, etc. peut éventuellement s'abîmer plus rapidement. Dans le milieu de la vie de tous les jours, mettre en place machine à laver, sèche-linge à une hauteur qui évite de se pencher pour mettre le linge ravira les personnes qui ont de nombreuses familles et beaucoup de linge à faire le week-end. Dans le secteur de la construction également, la photo de gauche montre quoi? Un gros aimant qui est utilisé pour ramasser tous les clous qui tombent par terre dans certaines activités de charrieur-coffreur. Vous avez une ficelle qui tient ce gros aimant-là. C'est à droite, même exemple, pour ramasser les boules de pétanque avec une ficelle et un aimant. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a comme explication, comme conseil? C'est d'éviter, lorsqu'on est un jeune manœuvre, de systématiquement laisser les outils par terre. On a l'habitude de les laisser verticaux, soit contre un bloc, contre un mur, etc., pour éviter de se pencher, pour le reprendre à nouveau. Alors, il y a bien sûr aussi des solutions très performantes, plus techniques, pour, dans la ligature des plaques métalliques, des métalliques, pardon, l'utilisation de ligatureuses automatiques. Ici, la marque Drill Fix, il y en a de nombreuses autres, on parle de ligatureuses, qui permettent d'éviter de se pencher inutilement. Elles ne vont peut-être pas être utiles pour tous les diamètres, mais si déjà elles permettent de réduire ne serait-ce que la moitié de l'activité en position penchée vers l'avant, ce sera utile. Voilà. D'autres exemples d'une mise en place de vis avec une rallonge, évitant de se pencher vers l'avant ou d'adopter une position genou complètement fléchie. C'est quand même un domaine où on a fait beaucoup d'améliorations pour éviter de se pencher vers l'avant. Ici, un distributeur de colle pour les personnes qui vont coller un support en bois, un plancher, etc. Ici, un système pour enlever l'excès de soudure vinyle, de se pencher inutilement. Ici, pour coller dessous de tapis avant de remettre le revêtement de sol. Sinon, il faut le faire à la main et dérouler le scotch à 4 pattes ou pencher en avant. Ici, un système monté sur un échafaudage, vous voyez à droite, le petit dérouleur, rappel de poids qui permet de ne pas forcer trop avec les épaules. Maintenant, la machine qui fait les rainurages.
Ici, une aide pour réduire le poids de la foreuse, c'est placé sur un support à roulettes, et ça réduit bien sûr les contraintes pour les épaules, ou également pour le ponçage des parois murales. Alors, un point également important, c'est la réduction du poids des charges. Hein. Vous savez tous maintenant que on doit éviter de soulever des charges au-delà de 25 kg. C'est une norme belge enregistrée qui fixe à 25 kg pour un homme le poids max en condition idéale. Pour une dame, c'est 15 kg. Et quand on parle de condition idéale, ça veut dire que c'est 25 kg ou c'est 15 pour les dames, c'est lorsque la charge est saisie contre le bassin. Si la charge est saisie plus haut, plus bas ou plus loin, à cause de l'effet bras de levier, ben, ce poids maximum doit être réduit. Et on va même plus loin dans certaines situations. Hein. Si on doit prendre la charge sur le côté, encore réduire de 10 ou 20% en fonction de la rotation. Si ce rythme est fort élevé de manutention, on doit également réduire de 30 ou 50, voire 80% le poids maximum de la charge. Ainsi, nos voisins hollandais fixent en fonction de l'âge des poids max en conditions idéales et des poids max en conditions non idéales. Et quand il faut se pencher, s'étendre, etc. Voilà. Nous avons donc des solutions, et ça fait longtemps maintenant qu'on a les sacs de 25 kg, mais je me rappelle au début de ma carrière comme ergonome, les sacs de 50 kg étaient répandus, on a commencé à avoir des sacs de 25 kg, mais c'était plus cher, et les gens disaient non, je n'utilise pas ça parce que ça me coûtera trop cher, il ne faut pas leur donner tort, maintenant ce n'est plus le cas, heureusement. Il existe également des matériaux plus légers, qui seront plus faciles à manipuler, et qui réduiront les contraintes sur le dos, également les épaules. Soyons également attentifs à éviter des trop grands conditionnements qui font que la charge est saisie plus loin à cause d'un bras levier accentué. Alors, si on a des charges stockées dans les étagères, dans les armoires, etc., on peut être attentif également en disant que, tiens, dans cette zone-là, qui correspond à la hauteur du bassin, qu'allons-nous mettre? Ben, on y mettra les charges lourdes. Dans la zone entre les épaules et les cuisses, on mettra ce qui est léger, qui est souvent, et au niveau de la tête, au-dessus des épaules, et au niveau du sol, on y mettra ce que l'on prend moins souvent. Vous avez comme moi remarqué que souvent les charges lourdes, malheureusement, sont situées dans le bas des étagères, obligeant à se pencher pour les prendre et à se plancher à nouveau pour les ressaisir. On essaiera également de ne pas mettre de charge au-dessus du niveau de la tête. Alors, on a plein d'autres solutions en ergonomie pour déplacer les charges, hein, des harnais, des poignées qui permettront de saisir les plaques plus aisément, des systèmes pour soulever un harnais que l'on place au niveau des épaules pour aider à déplacer une brouette, un seau, des ventouses bien sûr, des systèmes de poignées pour déplacer plusieurs briques ou clinkers. Les solutions ne manquent pas. Alors, on peut également se poser la question, c'est quoi un outil ergonomique? Ben, un outil ergonomique présentera notamment la qualité de la légèreté. Si, même caractéristiques techniques et d'efficacité, on peut avoir un outil plus léger, allons bien sûr vers ce choix-là. Et on des outils, le centre de gravité est proche de la main. Alors, parfois, on parle d'outils qui sont ergonomiques. Ben, en fait, ils ont quoi? Ils ont une forme au niveau de la poignée qui permet de ne pas mettre le poignet un peu cassé quand on utilise un sécateur, par exemple. Et si la poignée a un petit angle, bien on peut avoir ainsi le poignet et les doigts en position rectiligne par rapport à l'avant-bras. Ça évite de solliciter toujours les mêmes muscles et les mêmes ligaments. C'est le cas de certaines pinces qui sont disponibles avec la partie coupante tout à fait droite, ou comme on voit à droite ici avec les poignées rouges, plutôt latérales. On pensera également aux personnes qui sont droitiers, gauchères. Hein, il y a à peu près 15% de gauchers. Il y a des outils qui peuvent être manipulés par les gauchers et les droitiers. Hein, on a inventé enfin les tasses pour gauchers. Bon, ça, bien sûr, ce n'est pas utile. Il suffit de retourner là. Voilà. Et puis pour les outils vibrants, on a bien sûr beaucoup de solutions comme
Entretenir régulier son outil qui vibre, avoir éventuellement un système anti-vibration. On a vu le contrepoids, on a vu l'outil qui est soutenu pour réduire la force des épaules, etc. Et puis, si on ne sait pas améliorer l'outil, bah, ce sera une meilleure organisation du travail. Donc, diminuer la durée, augmenter les pauses, alterner le travail. Ce sont des solutions potentielles. Voilà. On a également beaucoup d'autres solutions, comme par exemple les aides au levage des charges. C'est un domaine où on fait énormément de progrès, toutes les aspirations, toutes les ventouses qui peuvent aspirer pour soulever des bordures, etc., sont bien sûr de plus en plus performantes. Même chose pour les vitrages. Avant, ça se faisait à la main, et maintenant on peut placer ces vitrages avec des machines très très bien conçues. Les aides au levage des charges, voilà, des systèmes également pour porter les bardages. On a également des boîtes avec des poignées particulières qui permettront des basculements ou même maintenant des boîtes motorisées. On a également des diables dont la plaque de chargement peut monter, peut descendre. On a également des diables qui vont pouvoir parcourir les escaliers. Ou des aides pour déplacer les charges. Ici, une aide très bien constituée pour placer la charge dans une fourgonnette ou pour soulever avec un petit treuil les charges sur l'arrière d'un 4x4. Des aides également pour replacer l'échelle sur la camionnette. Système de coulissement. Et puis également d'autres aides pour porter, déplacer le rouleau de bitume ou pour soulever des plaques d'égout. Des leviers comme ceci. Voilà, il y a de plus en plus d'aides et également pour porter des diables adaptés aux radiateurs, par exemple. Des systèmes pour déplacer les tuiles sur le toit ou pour déplacer également la perforatrice sur les toits. On connaît bien sûr les systèmes de lève-plaque, très, très utiles également. Et puis, des petites solutions comme ça, que je n'ai pas pu tester, mais que j'ai pu voir de ci, de là dans mon parcours Internet, des systèmes pour ne pas se faire mal aux genoux, ni aux chevilles quand on travaille en position accroupie. Ça peut être intéressant pour les électriciens, par exemple. Des systèmes avec un appui thoracal pour réduire la posture inconfortable quand on est tout en penché pour mettre les prises à 25 cm du sol. Des systèmes pour les carreleurs également, qui permettent de se déplacer et d'avoir un appui plus confortable pour le genou et nettement moins inconfortable pour le dos. Et puis également un petit système que je viens de trouver également dernièrement pour réduire la contrainte pour le poignet. Vous voyez, on voit l'ovale vert qui montre un système qui repose en partie sur le coude et qui réduit la force nécessaire pour maintenir le chalut. On connaît bien sûr les protections pour les genoux qui peuvent permettre d'adopter des bonnes postures qui protégeront le dos. Voilà. Alors, je passe rapidement sur un autre point, parce que quand on a pu mettre en place des solutions ergonomiques, on peut bien sûr compléter cela par des bonnes postures. Alors, la bonne posture, c'est quoi? C'est par exemple ce que je vais vous montrer ici, cette vidéo. Voilà. Ça va consister à, on va le voir un instant. 3 principes de base sont à respecter. Encadrer la charge, fléchir de façon contrôlée les genoux et maintenir les courbures naturelles de la colonne vertébrale. L'encadrement de la charge consiste à passer les pieds de part et d'autre de celle-ci de façon à réduire le bras de levier et ainsi diminuer la pression sur le bas de la colonne vertébrale. Cette façon de procéder permet de réduire la charge sur le bas du dos d'environ 300 kg. La disposition des pieds dépend de la forme de la charge et de sa dimension. Selon les cas, les pieds se disposeront en équerre ou en parallèle ou alignés latéralement d'avant en arrière. La flexion des genoux approche environ 90 degrés. Elle permet de se rapprocher verticalement des poignets ou de l'endroit de prise. Il ne s'agit donc pas de fléchir complètement les genoux.
En effet, cette flexion complète nécessite un gros effort musculaire des cuisses, fatigant à force d'être répété toute la journée. De plus, la charge est saisie loin de soi car le genou fléchi oblige à garder la charge loin de la colonne vertébrale. Le bras de levier est augmenté et la pression sur la colonne vertébrale est aussi importante que lorsque l'on garde les jambes tendues. Le maintien des courbures naturelles de la colonne vertébrale, et spécifiquement la lordose lombaire, permet de garder les structures articulaires vertébrales bien alignées. Les pressions sont réparties uniformément sur le disque et les petites articulations postérieures. Cela évite le pincement du disque à l'avant et l'étirement des ligaments à l'arrière. Le positionnement de face par rapport à la charge évite la rotation de la colonne vertébrale et est aussi un point à mettre en avant. Voilà, je vais vous montrer quelques petites photos de situations dans le secteur de la construction. Alors ici, on a une manne à outils. Vous voyez qu'on place les pieds en équerre, un pied vers l'avant, un pied sur le côté, le plus possible au-dessus de la charge. On fléchit les genoux à peu près à 90 degrés, hein, pour ne pas descendre trop bas, on vient de le voir. Et comme l'haltérophile, on maintient les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Lorsqu'on a une charge qu'on aura une seule main, on peut placer un pied devant, un pied derrière pour se rapprocher autant que possible. Lorsqu'on a une charge comme voilà, ici un rouleau de bitume, on se place à un côté, on redresse la charge, on incline, oui, sur la photo au milieu en bas, on appuie la charge sur une cuisse pour la reprendre verticalement. Voilà également une situation correcte à droite pour soulever un étançon. Et puis, par exemple, pour soulever une bonbonne, il faut déplacer sur plusieurs mètres. L'ergonome dira d'abord, mettons en place, bien sûr, les techniques. Hein, on va acheter un diable, etc. Et si on ne sait pas, ou si les conditions font qu'on ne sait pas déplacer le diable sur le chantier, eh bien, on va avoir, bien sûr, l'obligation de mettre en place des solutions gestuelles. Voilà. Alors, je termine ici en vous montrant un dernier point sur lequel on pourra insister, c'est bien sûr avoir une condition physique adéquate. Et quand je dis condition physique, c'est la force, mais c'est également la souplesse. La madame ici en droite de l'image, bah, c'est par exemple échauffer les chevilles en début de chantier, échauffer les cuisses également. On voit de plus en plus maintenant de situations où, en début de chantier, un formateur ou un membre de l'équipe fait faire un petit échauffement pour les travailleurs. Ça me semble utile si ce n'est pas la seule chose que l'on met en place. Ça vient en complément des solutions ergonomiques, des solutions gestuelles. Voilà. Mais rien que dire on va faire une formation pour que les gens soient souples et soient bien échauffés, c'est bien, mais c'est insuffisant. Il y a ici de petits exercices qui montrent comment assouplir l'avant de la cuisse, assouplir l'arrière de la cuisse, ou même assouplir les mollets. Voilà. Alors je mettrai, je rendrai disponible la présentation, bien sûr, qui permettra d'y revenir à votre aise. Et éventuellement, vous pouvez aller voir peut-être les brochures que le SPF Emploi met toujours à disposition sur son site. Des brochures par secteur, des brochures par métier. Et puis également, j'ai trouvé de ci, de là quelques références intéressantes, dont notamment bien sûr le site de Constructif qui montre des bonnes pratiques, un site hollandais qui montre également des bonnes pratiques en ergonomie, un rapport annuel sur la sécurité au travail et également à droite là-bas le département de santé au travail du américain, le NIOSH. Et puis je vous convie d'aller voir également le site Healthy Workplace, qui est tout récent et qui montre également comment protéger des TMS. Voilà, un tout grand merci de votre attention. Je note là-bas mes coordonnées, soit GSM, soit email. N'hésitez pas à m'envoyer une demande, un conseil particulier. Merci à vous. Merci, Monsieur Demaret, pour cette très belle présentation. Et je peux en juger de la qualité, puisque je suis kinésithérapeute de formation. J'ai travaillé pendant pratiquement 25 ans dans le domaine. Donc, et j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient pointé d'ailleurs. Et donc,
toutes les présentations et l'enregistrement, ça vient d'être mis, seront envoyés à tous les participants en fin de journée. Comme ça, vous aurez accès à tout. Alors, au niveau des questions, ben jusque-là, il n'y a pas beaucoup de questions, mais c'est plus une discussion que vous allez avoir parce que les gens pointent le fait que vous avez dit que les ceintures lombaires n'avaient aucun effet. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui interagissaient dans le chat, donc ils peuvent éventuellement prendre la parole avec vous. C'est M. Copiter et M. Attendez que je remonte un petit peu. M. Jouvet. Voilà. Et voilà, parce qu'en fait, d'après ma propre expérience, les ceintures ont quand même un intérêt important, surtout pour limiter en fait les mauvais mouvements ou les contraintes, principalement aussi pour les personnes, on va dire, déjà atteintes d'une certaine pathologie, notamment hernie discale, etc. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu interpellé par non aucun effet. Peut-être qu'en termes préventifs, c'est relativement limité parce que déjà jamais utilisé, on est bien d'accord en termes préventifs. Et la personne justement avec qui je discute un petit peu là-dessus sur le chat disait qu'en préventif, ça peut être plus problématique qu'autre chose. Je suis bien d'accord si c'est porté en permanence parce que ça peut avoir une tendance à affaiblir au niveau musculaire, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet. Néanmoins, pour certaines manutentions qu'on sait problématiques lourdes ou inévitables, je pense, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais que ça peut quand même avoir un intérêt important pour limiter justement les mauvaises pratiques. Oui. Alors, la question est complexe. C'est vrai que oui, j'imagine. En début de présentation, et je comprends que ça interloque un petit peu. Alors, à ma connaissance, je relativise un petit peu, à ma connaissance, je n'ai pas d'études qui montrent un impact vraiment prouvé. Scientifiquement, c'est plutôt l'inverse. Quand on regarde certaines études, elles montrent que ça n'a pas un impact sur la réduction du mal de dos, que ce soit en primaire, en secondaire ou tertiaire. Alors, il faut savoir quel est l'intérêt de mettre une ceinture lombaire. Alors, ça peut être un intérêt, je dirais, biomécanique pour maintenir la lordose lombaire. Ceux qui connaissent un peu les courbures lombaires savent que c'est quand même un gage de protection de la colonne vertébrale. Donc, pour ce faire, il faut que cette ceinture soit quand même très, très costaude, de façon à ce que ça évite une flexion lombaire. Ça devient dès lors très inconfortable. Donc voilà, si on a une ceinture qui est juste une espèce de ceinture flanelle ou bien avec un petit élastique, ça n'a pas d'effet biomécanique. Ouais. Non, moi je parlais des ceintures lombaires style marque Futuro, etc. Les marques, je veux dire, plus vendues en milieu vraiment pharma, en pharmacie, etc. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de balayage à l'arrière pour vraiment... Tout à fait. Voilà. C'est le cas. Même celle-là ne montre pas d'intérêt. Maintenant, je suis très tempéré. Quand quelqu'un me dit, j'ai ma ceinture, je me sens bien avec ça, je ne vais pas lui dire, enlève-la, ça ne sert à rien. Je lui dirais, ok, gardez-la. Mais quand même en tête, un peu comme vous l'avez dit, il pourrait y avoir un affaiblissement musculaire. Il pourrait. C'est pas sûr. Deuxièmement, c'est assez contraignant. Et parfois, c'est une fausse sécurité. On se dit, j'ai ma ceinture, donc je peux y aller franco, soulever des charges lourdes, etc. Or, ça ne sera pas suffisant que pour réduire la contrainte lombaire. Donc ça, c'est un aspect de fausse sécurité. Maintenant, quand les gens retournent au travail, le fait d'avoir mis sa ceinture permet d'avoir une meilleure proprioception. On sent mieux son dos. Oui, les sprinteurs mettent un collant pour avoir une meilleure sensation de leur foulée. Et ça réduit, semble-t-il, un peu les risques d'accidents musculo-squelettiques. Donc, on peut penser ça. Donc, je dirais, voilà, éventuellement, lors du retour au travail après un absentisme pour mal de dos, on pourrait placer cette ceinture-là dans les situations problématiques, dangereuses, en tant qu'éveil musculo-ligamentaire, intramusculaire certainement, mais ne pas la garder systématiquement. Oui, donc, tout à fait. Je tempérer, enfin, modérer dans certaines situations et pas sur le long terme. Voilà. C'est une solution que je peux proposer qui tempère un peu mon discours préalable. Non, mais je comprends bien, mais c'est parce que voilà, moi, par expérience personnelle, j'ai 2 hernies discales lombaires, justement, et quand je fais un bricolage, vous parliez tout à l'heure de bêcher son jardin, quelque chose comme ça, c'est justement à ce moment-là que je me dis, je vais mettre ma ceinture pour, passez-moi l'expression un peu grossière, pour éviter de faire le con, en fait. Oui, c'est ça. Là, on a tendance à faire parfois des faux mouvements ou surtout porter dans une mauvaise position. C'est d'ailleurs très très bien expliqué dans votre présentation et j'ai beaucoup apprécié les illustrations aussi.
c'est la combinaison de différentes choses qui fait que ça peut devenir très, très problématique. Et c'est comme ça que, personnellement, je me suis blessé quand j'avais 20 ans. Et ça fait 14 ans que je me lève et que je vais me coucher tous les matins, tous les soirs avec mal au dos. Et bon, c'est très sinusoïdal aussi en fonction des saisons. Quand je fais des travaux que je sais qui peuvent être problématiques, où je pourrais faire des bêtises, là, systématiquement, je me dis, OK, la ceinture lombaire, je la mets. Ça m'évite de 10 jours dans ce cas-là, c'est très réfléchi. On va dire très attentif à protéger vos doigts, faire attention. Et dans ce cas-là, une espèce de sentinelle comme ça, hein, qui permet de dire attention, fais gaffe, ça me semble bien. Mais moi, comme ergonome, je dirais, on ne doit pas dire aux gens, oh, mettez une ceinture lombaire, on va réduire tous les risques grâce à ça. Donc, non, bien sûr. Je m'assure vraiment contre ça. Je dis non. D'abord, on améliore les conditions de travail, etc. On fait en sorte que ce soit moins lourd, moins souvent, enfin, ce que j'ai un peu parcouru rapidement. Ouais. Et puis, éventuellement, dans certains cas, bah oui, OK, on peut donner, mais c'est jamais une solution qui va réduire les risques. Hein. On parle non, bien sûr, mais on parle plus de quelque chose de relativement, j'ai envie de dire, curatif, et plutôt utilisé par les personnes déjà atteintes, très souvent. Donc, oui. Qui sont déjà sensibilisés par la force des choses. Mais je vous remercie, en tout cas. Très bien, merci. Quelque chose d'important aussi, je vois qu'il y a un commentaire et j'adhère tout à fait. La personne qui dit il y a aussi la manière de la porter en fonction des charges, parce qu'il y a des gens qui ont des ceintures et qui les mettent n'importe comment. J'ai déjà vécu ça. Et donc voilà, et comme vous avez dit, c'est une fausse sécurité. Ils ont l'impression que parce qu'ils portent leur ceinture, ils peuvent tout faire. Tout à fait. C'est un risque. Oui, voilà. Et effectivement, je rejoins ce que vous avez dit là. Donc, mon commentaire était juste avant la discussion ou pendant. Effectivement, et entre autres, la manière de le porter et en fonction des charges, la serrer ou la desserrer en fonction des besoins qu'on a au moment précis. Tout à fait. Ouais. Et pas la porter comme un gris-gris protecteur, hein. Parfois c'est un peu ça. C'est plus, à mon avis, un placebo qu'autre chose, finalement, puisque on ne règle pas le problème de fond, finalement, qui est un manque de musculature ni un éveil sur les positions. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc c'est quelque part mettre un pansement où il n'a pas lieu d'être. À mon avis, voilà, je pense que effectivement, ça peut servir pour l'échauffement musculaire et pour une prise de conscience du mal de dos. Mais hormis ça, je suis pas convaincu du bien fondé du port de la ceinture. Ouais, tout à fait. Je partage votre avis. Sauf de nouveau pour les personnes initiées particulièrement. Oui, voilà. Mais c'est ça, exactement. Comme vous dites, là, voilà, sur les gens avertis, qui sont attentifs et qui ça aide à être plus conscient. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas de 100% de la population. Qui, au contraire, non, certainement pas, mais c'est n'importe quoi. Ouais. C'est comme des ports d'équipement de protection. Hein, je veux dire, c'est vraiment pas la majorité qui les utilise déjà tout court et puis correctement non plus. Et je pense qu'on est plus un peu dans cette même philosophie qu'il faut savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser pour qu'il y ait un bénéfice. Sinon, la porter pour dire j'ai une ceinture lombaire et je fais n'importe quoi et je la garde toute la journée comme ça, je suis Superman avec ma protection. Non, évidemment, ça n'a absolument aucun intérêt, que du contraire. Ouais, d'accord. Donc la question suivante, parce que le temps avance, c'était quel est le meilleur outil pour l'analyse des risques en matière de troubles musculo-squelettiques? Alors, vous savez comme moi qu'il y a différents niveaux d'analyse des risques, hein, un niveau de dépistage jusqu'à l'expertise. Hein. M. Malcher a proposé 4 niveaux, bien sûr. Au niveau de dépistage, il existe des checklists comme, par exemple, celle à laquelle j'ai pu contribuer en place avec le professeur Mériot, FIFARIN, une fiche qui permet d'analyser les risques liés à la manutention de charge. Il y a l'avantage d'être très participative, hein, et moi, en tant qu'ergonome, je crois beaucoup à la participation des travailleurs et la hiérarchie dans l'analyse des risques. C'est important. Les deux sont experts. Donc, c'est une checklist. Il existe également, l'inspection du travail a mis en place une campagne, il y a une dizaine d'années. Il y avait une petite checklist qui tenait sur une double page. Éventuellement, je peux vous envoyer le document si vous ne trouvez pas dessus. Ça, c'est les outils pour le dépistage. Puis, quand on passe à un niveau un peu plus supérieur, les checklists KIM, mises en place par l'Institut allemand de prévention au travail, sont des checklists très utiles. Elles vont permettre d'évaluer. La checklist FIFARIN permet de dépister. Elle dit oui, il y a un risque, sans doute, mais elle ne peut pas le quantifier. Par contre, les checklists KIM, c'est K-I-M, permettent d'évaluer, dire voilà, là, il y a un risque. Il code sur 100 points, par exemple. On a 25, on a 50, 75, etc. Et on peut ainsi dire oui, on est dans une zone risqué ou très légèrement risqué et
ce sont des checklists qui sont utiles pour l'évaluation. Et si on a 10 postes de travail, ça permet de donner des priorités. On a 10 codes relatifs aux 10 postes de travail. On dit, ce poste 1, il n'y a que 20 points. Celui-là, il y en a 95. Et ben, on va d'abord gérer le poste de travail avec 95 points, parce qu'il y a un risque accru. Voilà. Il y a aussi des centaines de checklists. Le tout est de faire son tri. La méthode NIOSH, N-I-O-S-H, est également utile à utiliser. Il faut un petit peu de savoir-faire. Maintenant, elle est disponible également sur Internet avec un petit fichier Excel derrière qui calcule directement les valeurs limites à ne pas dépasser. Peut-être aussi dire que la campagne européenne qui a débuté au mois d'octobre dernier est justement consacrée, c'est un des sujets, les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a pas mal de choses aussi et d'outils utilisables pour le site. Absolument. Il y a des petites vidéos, mais également des méthodes d'analyse. Tout à fait. Et je pense qu'il n'y avait plus de questions. Là, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Mais pour moi, la discussion peut continuer. C'est avec plaisir que je répondrai aux demandes. Que si vous avez également des propositions complémentaires, elles sont toujours les bienvenues également. Et je suppose que, comme pour les deux autres orateurs précédents, on peut toujours vous contacter si quelqu'un avait des questions spécifiques dans le domaine. Tout à fait. Et merci à vous. Merci à vous également pour l'invitation et merci pour votre soutien et votre écoute. Et donc, je vais céder la parole maintenant. On va retourner chez Constructif qui vont vous présenter un petit peu des outils pratiques. Ce sera Jérémy et Jacques, Monsieur Piat, donc ils vont vous présenter ça. Oui, bonjour à tous. Voilà, je voulais terminer cette vidéoconférence. D'abord, merci à tous les intervenants de leur expertise et du travail qu'ils ont formulé. Je voulais simplement terminer cette vidéoconférence en faisant un petit point rapide sur le coronavirus. Il est clair que je vais partager mon écran si j'y arrive. Voilà, partager l'écran. Voilà. Voilà, je pense que vous le voyez comme ça. Tout le monde le voit? Oui? Je suppose que oui. Voilà, donc quand vous allez sur le site... On voit bien. Voilà, quand vous allez sur le site www.constructive.be, vous tombez sur cette page d'accueil. Et vous verrez que ici, à cet endroit-ci, vous avez un onglet Corona. Alors, il faut savoir que cet onglet Corona a été mis en place très rapidement dès le mois de mars 2020, simplement pour aider toutes les entreprises et tous les conseils de prévention à obtenir des réponses aux questions qu'ils se posent. Alors, quand on va sur ce petit onglet, hop, voilà, on tombe sur CAPAV. Alors là, c'est 4 outils en fait. Le premier outil qu'on met à votre disposition, c'est un numéro vert. Si vous avez une question à poser concernant le corona, vous pouvez très bien poser cette question au numéro 0800 11 759. Il y a des conseillers qui sont formés et qui pourront répondre dans votre langue aux questions que vous vous posez. Le deuxième outil, si vous ne souhaitez pas faire appel au numéro vert, vous pouvez tout simplement envoyer votre question par mail. Et là, l'adresse mail, on va l'ouvrir. Je pense que c'est corona@constructive.be. Ça prend toujours un petit peu de temps lorsqu'on est... Voilà. Vous pouvez envoyer votre question mail ici. Voilà. Envoyez donc un mail et l'adresse mail, c'est... Voilà, vous pouvez très bien, voilà, vous cliquez ici et vous pouvez poser votre question par mail. Alors, il est clair qu'avec le temps, bon nombre de questions ont déjà été posées et ont déjà été trouvées des réponses. Donc, si vous allez sur les questions et réponses, là, vous trouverez un onglet. On va attendre qu'il charge pour que vous puissiez le voir. Voilà. Là, vous avez toutes les séries de questions qui ont déjà été posées par différentes personnes. Donc, c'est groupé par activité, transport collectif, équipements sociaux, organisation du travail, reprise des activités, EPI, etc. Lorsque vous cliquez sur une question, je vais prendre par exemple le transport collectif. Voilà. Quels classements peuvent être? Voilà, je vais prendre cette question-là. Si vous cliquez sur la question, donc ça charge un petit peu,
le temps de trouver la réponse. Voilà. Vous avez ici la réponse à la question qui a été posée. Dans un véhicule, les seules cloisons dans un matériau flexible, etc., etc. Et alors, comme nous sommes en Belgique, évidemment, chaque région a son interprétation différente et vous pouvez avoir par région les données nécessaires et les réponses nécessaires à cette question. Voilà, ça c'est la troisième chose qu'on peut mettre à votre disposition. Toutes les questions qui sont là, avant de poser votre question, ce qui est intéressant, c'est d'abord de parcourir cette foire aux questions afin de voir si la question que vous souhaitez poser n'a déjà pas été posée et ainsi certainement trouver la réponse à votre interrogation. Alors, le troisième outil, c'est en fait, voilà, on va attendre que ça s'ouvre. Voilà. Ici, la Constructive a mis en place toute une série d'outils. Donc, ce sont des affiches et des fiches de prévention. Donc, les fiches de prévention que vous pouvez trouver sur Bedinger Learnings, ici, dans ce cas-là, on les a mises directement en accès sur le site Internet. Donc, vous avez ici toutes les fiches prévention qui existent, que vous pouvez utiliser, télécharger, imprimer. Vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Et alors, une chose intéressante aussi, vous avez ici toute une série d'affiches que vous pouvez utiliser et vous verrez que ces affiches sont en français, néerlandais, allemand, turc, roumain, portugais, etc., etc., etc. Donc, en plus du français, vous avez droit à toute une série de langues dans lesquelles ces affiches sont éditées. Vous pouvez bien sûr les télécharger, les imprimer et les utiliser comme mesure d'information auprès des travailleurs. Voilà, en gros, c'est la chose que je voulais simplement vous dire. Voilà. Donc, le site existe. Vous avez là toute une série d'outils que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas, ils sont là pour vous rendre service. Voilà, j'en ai terminé, Jean-Michel. Merci. Voilà. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des questions. Je viens de voir juste qu'il y a quelqu'un qui demande si les attestations seraient envoyées. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué ce problème-là, mais si quelqu'un a besoin d'une attestation, je mets dans le chat, voilà, je le mets en live. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées à mon adresse mail provinciale et je vous ferai un document attestant que vous avez participé à l'avant-midi. Voilà. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis, Jacques, je pense que c'est pour toi, pour les travailleurs, mais pour le système éducatif. Je ne comprends pas bien la question, donc vous pouvez peut-être prendre la parole. Oui, on a parlé des préventions donc dans tout ce qui est bâtiment, mais maintenant pour le système scolaire, le système scolaire. Est-ce qu'on est en adéquation également avec le système bâtiment? Il est clair que dans les fiches prévention que l'on vous présente, il y a des fiches prévention qui sont plus adaptées au chantier, évidemment, au transport, etc., etc. Mais il y a aussi des fiches prévention que vous pouvez utiliser. Par exemple, les fiches prévention concernant les travaux en locaux fermés sont tout à fait utilisables par l'enseignement. Toutes les fiches constructives sont utilisables autant par les entreprises que par l'enseignement. Elles sont là pour ça. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent intervenir, faire une réflexion, une question? Personne? Et alors on va pouvoir conclure cet avant-midi en vous remerciant toutes et tous pour votre participation et j'espère que on pourra vous revoir en présentiel, hein, comme monsieur le gouverneur l'a dit, mais on ne peut rien promettre, évidemment, il n'y a personne qui sait vers où on va. Et voilà, on espère que la prochaine organisation va pouvoir la faire en présentiel, ce qui est toujours mieux hein, pour l'échange. Merci, à bientôt. Oui, au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci à tous, à bientôt.